va y aller. Alors c'est ça le comble en plus ce soir, on a refusé du monde, donc tous les sièges normalement doivent être pris. Et il y a du surbooking. Allez, on va y aller. Digamerma Dortot Meheyu Bagwenet. Bonsoir, bienvenue à tous donc, dans cette nouvelle édition. Je le fais en français aussi. Hein. La nuit de la nuit de la création qui est proposée par la Chambre de commerce du Morbihan. La nuit qui donne réellement envie, vous allez le voir, de créer ou de reprendre des entreprises. La nuit qui, on espère, va aussi répondre à toutes vos questions, pour vous qui avez des projets, des envies, des souhaits de création en face de vous. Est-ce que je suis fait, oui ou non, pour créer une entreprise? Quelles sont les erreurs à éviter? Quelles sont les bonnes pratiques également à mettre en place? Alors tout à l'heure, vous allez voir, vous entendrez des témoins qui étaient peut-être à votre place il y a un an ou deux. Voilà, je demandais à tout le monde de couper les téléphones, s'il vous plaît, autrement ça va être invivable ce soir. Et je disais que tout à l'heure, vous allez entendre des témoins qui étaient peut-être à vos places il y a un an ou deux, qui l'année dernière, tous ont créé ou repris une entreprise et vont nous raconter, vous allez voir, de manière extrêmement concrète ce qu'a été leur parcours de création, de reprise. À l'issue de cette table ronde, pour vous donner aussi un petit peu le déroulé de cette soirée, vous allez pouvoir écouter les experts, cette fois-ci, de la création d'entreprise. Donc normalement, vous qui êtes là, vous avez tous choisi à cette heure-ci 3 thématiques sur les 26 qui vous étaient proposées ce soir. Et vous allez pouvoir donc assister à 3 ateliers de 45 minutes dans la grande salle que vous avez vue tout à l'heure en passant. N'oubliez pas, vous l'avez vu également en passant, l'arbre à contact. Ça, c'est vraiment pratique parce que vous allez pouvoir laisser toutes vos cartes de visite sur l'arbre à contact et récupérer aussi les cartes de visite des personnes qui participent à cette nuit de la création, qui demain seront peut-être vos sous-traitants, vos partenaires, vos associés ou autres. Mais tout de suite, donc, pour lancer cette nuit, ils vont me rejoindre Pierre Montel, qui est vice-président de la Chambre de commerce. On peut applaudir. Jean-Pierre Botua, qui est membre de la Chambre, aussi élu en charge de la création d'entreprise, voilà, qui monte. Et puis, Philippe Audois, qui est responsable des marchés au Crédit Agricole du Morbihan, qui nous rejoint également. Restez à mes côtés, on va se mettre un ici devant, je vais vous donner également des micros, comme ça, vous serez tranquille. Question très traditionnelle qu'on pose à chaque fois, à chaque nuit de la création ici en tout début de soirée, mais c'est quasiment une obligation. Quel est un petit peu le baromètre, le thermomètre de la création d'entreprise dans le Morbihan? Ça se porte bien, ça se porte moins bien ces derniers mois. Qu'est-ce que vous avez pu observer, vous, du côté de la Chambre? Est-ce qu'on est toujours un gros département de créateurs d'entreprises? Oui, on est toujours... Alors, je vais vous allumer. Il marche. Oui, on est toujours un département créateur d'entreprise. L'exercice qui se clôt, c'est 1700 créations d'entreprises. C'est un bon millésime. Le plus intéressant, c'est de parler du solde net. C'est en fait près de 770 entreprises qui se sont créées, entre celles qui ont disparu et celles qui se sont créées. Donc on est toujours dans un solde positif. C'est très important parce que ce sont les entreprises de demain, c'est l'emploi de demain. Donc la dynamique est soutenue, oui. On est dans un solde positif, effectivement, plutôt sur un bon millésime, hein, vous le disiez, d'autant plus rassurant que le nombre de radiations, lui, il est plutôt à la baisse. Exact. Le nombre de créations nettes est stable parce que, effectivement, on a moins de disparitions d'entreprises, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. La cellule des entreprises en difficulté à la Chambre a moins d'appels. Globalement, les choses ont l'air de se stabiliser. Donc le Morbihan, toujours terreau fertile pour la création d'entreprises, 1700 créations, rappelez Pierre Montel l'année dernière, ce qui est plutôt un bon chiffre. Est-ce que l'on sait, si on rentre un petit peu dans les détails, s'il y a des secteurs qui se portent mieux que d'autres, s'il y a de la création qui est plus dynamique ici ou là? La création, pour près de 25% du solde net, concerne les entreprises de services. Donc, c'est le service qui prédomine. L'industrie connaît des créations, mais en nombre moins important. C'est surtout le service. Bon vent pour les services. Vous
dites, hein, on est sur une bonne dynamique, on est sur un bon millésime dans ce département. Ceci dit, il ne faut pas oublier que les dernières années n'ont pas été faciles, que la conjoncture elle a changé et que vous aussi, de votre côté à la Chambre, vous êtes adapté à cette nouvelle conjoncture pour les créateurs et les repreneurs d'entreprises et que vous avez, entre autres, développé de nouveaux outils. Effectivement. C'est un axe très important pour vous, pour nous, que de vous soutenir dans la création. Un outil nous a été présenté. Jean-Pierre, tu as le PITS. On a créé donc une société de crowdfunding qui s'appelle Bulb in Morbihan et qui permet en fait le financement, on va dire le premier financement, celui souvent qui est le plus difficile. Donc il y a déjà plusieurs dossiers qui ont reçu, qui ont réussi à passer le cap de l'idée à la réalisation. Donc voilà, c'est un nouvel outil. Et en parallèle, cet outil nous permet de poursuivre on va dire la numérisation de nos processus. Notamment, ça permet aux créateurs, là on est en phase de test, ça permet aux créateurs de tester son projet grâce au site de Bulb in Morbihan qui lui permet de le formaliser, de l'écrire, de le mettre en œuvre, je dirais, intellectuellement. Et si ça fonctionne comme on le souhaite, on va arriver très prochainement en phase active. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser comme moyen de test, même pour vous. C'est toujours un très très bon baromètre en général, le crowdfunding. Si le projet est enthousiasmant, ça suscite le coup de cœur, l'adhésion, sur le crowdfunding, ça peut aller très 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 vite. Philippe Baudouin, pour vous qui êtes banquier, est-ce que vous rejoignez le regard de Pierre Montel qui dit on est plutôt sur un bon millésime et puis avec un bon signe, moins de radiation d'entreprise d'ailleurs? Bonsoir à tous. Oui, je confirme, effectivement, en 2015, on a eu une meilleure année en termes de distribution du crédit, puisqu'il y a eu plus de 10% globalement de distribution du crédit au Crédit Agricole du Morbihan, en tout cas, mais c'est une dynamique globale sur le département, donc ça confirme. Il y a moins de défaillances, effectivement, donc une meilleure gestion du risque, donc c'est propice au développement et à la création d'entreprises. Un autre élément aussi, c'est qu'on a des taux très favorables aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une politique de taux qui favorise l'investissement et le développement, puisqu'on a des crédits très bas. Donc ça confirme. C'est le moment d'aller vous voir. C'est le moment d'aller voir son banquier. Juste aussi, petite question de précision, on a quand même traversé quelques années pas évidentes ces dernières années. Est-ce que le profil des créateurs ou des repreneurs d'entreprises qui viennent vous voir a changé ces 5-10 dernières années? On a toujours du financement sur l'activité traditionnelle, où on voit arriver de l'innovation de plus en plus, et puis aussi on a la nouvelle génération qui vient sur des projets plus Internet, avec plus de visibilité, mais on est encore sur du financement également d'activités traditionnelles, donc c'est aussi intéressant, quoi. Les apports, notamment tout ce qui est apport en fonds propres de la part des repreneurs, des créateurs, vous avez vu là aussi des évolutions sur ce sujet? Globalement, il y a un peu plus d'apport, je trouve, dans l'analyse des dossiers. Et puis, il y a des financements aussi participatifs qui se mettent en place, des réseaux aussi locaux sur le département pour faire des prêts d'honneur, des prêts d'apport de fonds propres au départ, puisque quand on crée son entreprise, au début, il nous faut du capital. Il faut du capital à l'entrepreneur. Et donc, il y a un ensemble de réseaux avec le banquier pour se développer. On le verra d'ailleurs de manière concrète tout à l'heure. Juste dernière question, vous avez en face de vous, il y a plus de 300 personnes qui sont dans cette salle, qui sont inscrites ce soir, qui, pour une grande majorité d'entre elles, ont envie de créer ou de reprendre une entreprise. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire spontanément? Alors, moi, dans une création d'entreprise, qui est un des critères importants, avant de donner le critère de banquier, mais c'est votre visibilité, qu'elle soit physique ou sur Internet, la visibilité est importante. Ensuite, bien évidemment, c'est la valeur que vous allez apporter, votre expertise ou la valeur d'usage, et puis l'innovation. Aujourd'hui, on voit bien que pour créer de la part de marché, il faut de l'innovation. Comme banquier, d'ailleurs, lorsque vous apportez un projet, il y a un maître mot, pour moi, c'est la cohérence globale. C'est-à-dire, il y a l'idée, et ensuite comment je la développe à court terme, c'est-à-dire comment je fais la phase d'amorçage, et ensuite comment je la développe. Et là, on a besoin de plusieurs acteurs, dont le banquier et les conseils aussi, pour être dans ces phases-là. Un de ces acteurs, c'est Jean-Pierre Baudouin, parce que vous avez en charge la création d'entreprises à la CCI. Même question d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez envie de dire au public qui est en face de vous ce soir?
Bonsoir à toutes, chers collègues ou futurs collègues, parce que bientôt ce seront des ressortissants. Écoutez, juste dire que ici la Nuit de la Création, on l'organise depuis quelques années maintenant avec la Chambre de commerce, donc c'est la 4e édition qui a lieu tous les 2 ans. Et ben, c'est tout simplement une soirée pour promouvoir l'entrepreneuriat, ce qui est très important, et puis mettre en valeur le métier de chef d'entreprise. Vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas d'école, on n'a pas encore trouvé. Et puis surtout, donner l'envie d'entreprendre. On parle beaucoup de choses qui ne vont pas bien, mais aussi s'il y a du plaisir à entreprendre, d'être indépendant. Et justement, nous, on est là pour vous mettre un petit peu en relation avec des gens, avec des structures qui sont là pour vous accueillir et puis pour vous conseiller. Donc c'est très important. Donc n'hésitez pas à les solliciter, donc ce soir et puis même après. Donc la Chambre de commerce, bien sûr, nous, on a nos services en permanence qui seront là pour vous recevoir et puis vous conseiller et également vous accompagner. Et puis surtout, passer une très bonne soirée, ça c'est très important. Passer une très bonne soirée. On peut souligner au passage, ce que nous allons de faire quand même, l'organisation de cette soirée, c'est pas évident. 26 tables thématiques, plus de 300 personnes qui participent. Vous refusez du monde déjà depuis plusieurs jours pour participer à cette soirée. C'est un gros travail de préparation, il faut le dire parce qu'on ne le dit pas souvent. C'est un énorme travail donc, fait par les permanents. Alors, normalement, on n'a pas le droit d'en citer, mais moi je me permets de le faire. Donc, déjà, il y a le service création, reprise, transmission qui est dirigé par Marie Von Trionnet. Donc ensuite, elle a délégué cette organisation à 2 personnes qui sont honneur aux femmes, donc à Sylvie Mercier et puis Jean-Marie Hervé. Et puis derrière, tous les permanents de la Chambre de commerce qui sont là, c'est énorme. Et également donc, les fameuses personnes qui sont de l'extérieur, qui sont là aussi pour nous accompagner sur chaque table. Il y a 32 tables, donc 26 thèmes. Et puis ça va être une superbe soirée, une très très bonne soirée comme d'habitude. Et on peut les applaudir, tous ceux qui ont organisé cette soirée. On peut les applaudir aussi tous les 3. Merci à tous les 3. La Nuit de la Création, c'est la première soirée d'une organisation collective pour la Chambre de commerce du Morbihan sur 2016. Donc la première, c'est les trophées. Donc la deuxième, ce sera les trophées d'innovation qui ont lieu le 26 juin à Lorient. Et on finira par la nuit du Quai des Réseaux, qui a lieu en novembre également à Lorient. Beau rendez-vous là aussi important. Voilà. Merci à tous les 3. Vous voyez donc que le contexte il est favorable, et très favorable à la création d'entreprises ou à la reprise aujourd'hui dans le Morbihan. Alors il y a beaucoup, certainement, de personnes parmi vous qui ont des projets en tête, qui ont une bonne idée d'entreprise. Alors certains sont allés un peu plus loin, vous avez commencé à écrire, faire votre dossier, monter les concepts, essayer de passer le premier business plan, de voir comment on arrivait à s'en sortir. Et puis, il y a un moment où, quand on a fait tout ce travail préparatoire, il faut aller le présenter. Il faut le présenter à des banquiers, il faut le présenter à des experts comptables, il faut le présenter à des avocats, il faut le présenter à des conseillers d'entreprise. Et ça, se reconnaître, c'est pas un exercice facile du tout. On ne sait pas forcément comment s'y prendre. On a parfois du mal aussi à comprendre ce qu'attendent les personnes en face de nous. Alors ce soir, vous allez voir, on a la chance d'avoir des candidats à la création d'entreprises qui sont très très courageux, je veux dire, en face de nous. Deux candidats qui ont accepté de présenter leur projet de création d'entreprise en 5 minutes chrono face à un jury professionnel qui est en face d'eux. Ils ont accepté de le faire en public. Et le jury va ensuite, vous allez voir, se retirer pour délibérer. Alors le jury ne va pas délibérer sur le fond du problème. C'est pas ce qu'on demande au jury. On ne demande pas un avis, savoir si l'idée elle est bonne, elle n'est pas bonne, c'est une illusion ou pas. Ce qu'on va demander à ces candidats, ce qu'on va demander au jury, c'est de travailler la forme. Quels sont les points faibles et les points forts de la présentation que vont faire ces candidats? Est-ce qu'ils vont répondre clairement à des questions que peuvent se poser des experts comptables, des avocats, des dirigeants d'entreprise en phase 2? Et qu'est-ce que l'on peut retenir comme erreur à éviter d'un côté, et puis au contraire les bons points dans ce type de présentation? Je pense que c'est un exercice qui va servir à tout le monde dans la salle. On va tous écouter attentivement ces pitchs de 5 minutes, et on écoutera encore plus attentivement le jury qui est en face de moi et qui viendra nous donner ses notes, bonnes ou mauvaises, à la fin de la soirée. Alors, première personne à venir pitcher ce soir dans cette nuit de la création, et je vous demande sincèrement d'applaudir très très chaleureusement parce qu'il faut beaucoup de courage pour le faire. Elle s'appelle Emeline Arguez, son projet s'appelle l'Ours, je ne vous en dis pas plus. Elle l'a monté avec un collègue qui s'appelle Camille Doll, ou non, ils vont venir même tous les deux, voilà. Emeline Arguez et Camille Doll présenter leur projet. Applaudissez. Voilà, chacun un micro. Ils font l'exercice, on va dire, à blanc. Pas de slide, pas de vidéo, pas de support de présentation, uniquement la parole pendant 5 minutes, et on va avoir
un chrono, pour être sûr de nos 5 minutes, qui va tourner derrière eux pendant tout ce temps-là. Ils vont pitcher devant un jury, voilà, que vous voyez, qui est composé de Dominique Lemetour, qui est avocate d'affaires, qui est sur Vannes, qui est en face de nous, Philippe Paudois, donc du Crédit Agricole, que vous avez vu, Ronald Doucet, qui est expert comptable, cabinet Cantalis sur Vannes, et puis Lorient également, et puis Julien Roudotte d'Harmonis Restauration, voilà, qui vont les écouter, qui délibéreront ensuite. Donc, on va lancer le chronomètre, Lucie. 5 minutes, montre en main, vous êtes prêts? Allez-y, il n'y a personne en face de vous. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous sommes le restaurant L'Ours. Donc, je suis Émilie, et voici mon compagnon Camille. Donc, nous, le projet qu'on va vous présenter, c'est un restaurant un petit peu particulier, déjà parce qu'on a un côté salenté, mais surtout un aspect culturel. Donc, je vous en parlerai tout de suite après. Donc là, on va d'abord laisser la parole à Camille qui va vous présenter la partie restauration. Bonsoir. Donc en fait, là on va présenter un restaurant vraiment, on va essayer de travailler vraiment avec les producteurs locaux, travailler vraiment une cuisine de marché, des produits que l'on trouve vraiment dans un tout petit périmètre pour vraiment suivre les saisons, travailler les produits qui sont vraiment au meilleur de leur qualité pour présenter vraiment aux clients le meilleur. À côté de ça, donc, on aura un salon de thé pour pouvoir proposer des pâtisseries le mercredi et le week-end. Vu que le restaurant est situé juste à côté d'un petit lac sur une base de loisirs, c'est vraiment proposer une offre de restauration pour les joggeurs, pour les familles qui viennent se promener. Donc on va pouvoir présenter de la charcuterie, du fromage et surtout aussi du végétarien, parce que c'est de plus en plus demandé. Et avec ça, le dimanche, on va pouvoir proposer aussi un brunch pour proposer toute la journée aussi une offre de restauration pour convenir à toutes les personnes. Le brunch, c'est quelque chose qui est très présent dans les grandes villes. Et mine de rien, quand on sort de ces grandes villes, parce que nous on a habité à Lyon pendant un an, ben on n'a pas le brunch et c'est dommage, vu qu'on se lève tard le dimanche, c'est quand même intéressant de pouvoir retrouver à manger à n'importe quelle heure. Donc je vous disais, à côté, on a aussi une partie très culturelle, parce que moi j'ai une licence d'histoire de l'art et d'archéologie, et Camille est aussi passionnée d'histoire. Donc on voulait mettre cette partie de nous vraiment en avant dans notre projet. Donc déjà, on est sur un lieu qui est très intéressant, on est en bordure de Brocéliande, donc le restaurant est à Saint-Malo-de-Baignon, donc comme disait Camille, au bord d'un petit étang très sympa. Et on veut aussi faire participer les artisans. La forêt de Brocéliande, il y a énormément d'artisans, notamment des artisans potiers. Donc toutes les tasses en fait vont être frites avec des artisans potiers. Et aussi nos cartes, nos menus vont être faites avec des illustrations d'illustrateurs tous aussi différents. Donc à chaque fois que vous viendrez, vous aurez, avec un peu de chance, une illustration différente sur votre menu. Et les activités vont se faire en plusieurs parties. Donc déjà tout au long de l'année, vous allez avoir des petites activités, des petits ateliers. Par exemple, des ateliers pour découvrir le travail du cuir, l'origami, le tissage. Moi, je fais pas mal de tissage et de couture. On a aussi des partenariats avec des associations, notamment Gnome Prod, qui doit être quelque part par là. C'est quelqu'un qui fait des soirées enquêtes et aussi tout ce qui est jeu de rôle. Donc, ça, vous incarnez un personnage. C'est comme du Cluedo, mais en grandeur nature. Donc, c'est très sympa, c'est vraiment agréable. Ça vous fait sortir, vous jouez une autre personne, quoi. Voilà, c'est vraiment très sympa. On a aussi l'association des aiguilles et des costumes, donc c'est des personnes passionnées qui vont faire des costumes historiques, mais aussi fantasy, et parce qu'il faut coller bien sûr à Brocéliande avec toutes les légendes. Voilà pour la partie culture. On va maintenant rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet pour comment on a fait la création. Donc pour tout ça, on s'est rapproché de tous les organismes qui se trouvent dans la région. Donc on a contacté le CCI du Morbihan, qui nous a vraiment aiguillés et aidés vraiment dans tout le projet et tout le long de la création d'entreprise. C'est eux qui nous ont débloqué le prêt d'honneur, donc le prêt BRIC, le prix IPP, qui est vraiment à débloquer la banque. Sans eux, c'était vraiment impossible de convaincre vraiment le banquier pour avoir le prêt. Il faut savoir qu'IPP, c'est Initiative Clé de Poerbel, qui sont vraiment des personnes qui sont très, très sympas, qui croient. Si vous présentez bien votre projet, c'est vraiment des personnes qui sont des gros atouts. On a aussi Bretagne Active qui nous a aidés pour la garantie bancaire. Là aussi, c'est intéressant, les banques le demandent, donc il ne faut pas hésiter, c'est des gens aussi qui sont très sympathiques. Et au niveau de la communication, les messieurs parlaient tout à l'heure de Benoît Morbihan. Donc la CCI nous a communiqué l'adresse de ce site, et nous nous sommes inscrits dessus, pour en profiter. Hein. Donc le financement participatif, là on a opté pour le don contre don. Donc par exemple, pour 30 €, vous avez droit à un brunch quand vous viendrez au restaurant. Donc un brunch pour 2 personnes avec boisson chaude, etc. Donc là, ça fait depuis mi-février qu'on est dessus. Il nous reste encore 10 jours pour collecter la somme demandée, à savoir qu'on a déjà déplacé. Donc on avait demandé 3 000 €, et à l'heure actuelle, il nous reste 8 jours, on est déjà à 3 355. Donc on est très contents, on a atteint l'objectif
on va rejoindre ceux qui y sont arrivés. Et donc voilà, ça va nous permettre de faire les tasses et puis les menus dont je vous parlais tout à l'heure. 30 secondes. Ça va, on est bien. Et donc après, on a fait donc, une campagne de communication, un site internet, un compte Facebook, un compte Twitter. La Cécile est très active sur Twitter, donc c'est parfait. Donc, voilà, pour essayer de relayer notre projet au plus grand nombre. Et voilà. Bravo, une poil de Bravo à tous les deux. On verra très concrètement si à l'issue de cette soirée, vous avez le crowdfunding sur Buzzwing Morbihan qui est en train d'exploser le nombre de brunchs vendus, qui prend déjà un bel élan ce soir. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce pitch. Donc on verra tout à l'heure le jury qui va nous donner un petit peu son opinion, non pas sur le fond, mais sur la forme et la présentation. Autre créateur d'entreprise qui a accepté de pitcher ce soir, je ne sais pas si c'est hasard, voulu ou pas, ou si c'est l'heure qui fait ça, mais on va rester également dans le domaine de la nourriture, qui donne envie d'aller manger bientôt, avec un projet qui s'appelle Miam, et que Jérémy Placereau va nous présenter tout de suite, lui aussi en 5 minutes. Voilà. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Jérémy Placereau, j'ai 25 ans et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Alors moi il faut savoir que je suis un grand gourmand. J'adore aller au restaurant. Et malheureusement, à chaque fois que je m'installe à une table, je rencontre le même problème. Je ne sais pas quoi commander parmi tous les plats qui sont proposés à la carte. Alors bien sûr, j'ai mes petites astuces. Je regarde à droite et à gauche les plats choisis par mes voisins. Est-ce que ça a l'air bon? Est-ce qu'ils ont l'air d'aimer ça? Je pense que ça nous est tous déjà arrivé. Et c'est normal. Il est très difficile de se faire une idée d'un plat à la simple lecture de son nom. Personnellement, j'ai déjà été très déçu par un plat dans un restaurant. Récemment, par exemple, j'ai été dans un restaurant très bien noté avec ma femme et il y avait un burger à la carte. Alors moi, je suis un grand fan de burgers, comme beaucoup de Français, je crois. Et sans hésitation, j'ai du coup choisi ce burger. Et malheureusement, j'ai été très déçu. On a tous déjà été déçus par un plat. Mais moi, je me suis demandé, mais comment un restaurant si bien noté peut avoir un burger qui m'a tellement déçu? Et après réflexion, c'est tout à fait normal. C'est pas parce qu'un restaurant est bien noté que tous ses plats ils sont bons. La cuisine est quelque chose de très subjectif et chaque chef a ses spécialités. Malheureusement, les sites d'avis actuels ont tendance à mettre l'accent sur l'établissement dans sa globalité et non pas sur les plats qui y sont proposés. Alors moi, je me suis dit que je ne devais pas être le seul à être confronté à ce problème. Et j'ai créé la solution. Cette solution, c'est une application mobile. Et cette application mobile, elle s'appelle Miam. Miam référence une photo de tous les plats qui sont proposés dans les restaurants, ainsi qu'une note des utilisateurs. Ainsi, lorsque vous allez dans un restaurant, il vous suffit de lancer l'application pour accéder instantanément au menu avec les photos et les plats notés. Ça va encore plus loin. Étant donné que Miam référence l'ensemble des plats proposés dans les restaurants, il vous suffit de lancer l'application pour trouver quoi manger ce midi. Admettons que vous ne sachiez pas quoi manger ce soir, par exemple. Vous lancez l'application Miam et vous accédez aux meilleurs plats à proximité. Vous voulez manger un burger, parce que comme moi vous êtes fan de burgers, vous lancez l'application Miam et vous accédez aux meilleurs burgers autour de vous. Notre objectif est très, très ambitieux. Permettre au monde entier de trouver les meilleurs plats. Le marché est énorme. Un peu plus de 4 milliards de repas sont servis chaque année, rien qu'en France. Et qui dit objectif ambitieux, dit équipe de choc. Je me suis associé avec Olivier David et François Larvor, 2 entrepreneurs vantés avec plusieurs succès à leur actif. Le dernier en date, MiWim, une start-up web qu'ils ont revendue à un grand groupe américain. Avec Olivier et François, on se complète. François sur la partie technique, Olivier sur la partie marketing et moi-même sur la partie commerciale. Pendant que François développait l'application, Olivier et moi avons commencé à fédérer une communauté sur les réseaux sociaux autour de ce concept très simple: trouver et partager les meilleurs plats. Le succès fut immédiat, à tel point que nous comptabilisons aujourd'hui, avant même le lancement de l'application, un peu plus de 160 000 fans. Nous avons décidé de commencer sur la région vantaise, qui est une région où nous connaissons par cœur.
Nous avons donc référencé l'ensemble des plats proposés par les restaurants Vanté et associé les photos correspondantes. L'application Miam sera lancée dans quelques jours. Pour obtenir un accès privilégié à l'application, je vous invite à vous rendre sur le site miamapp.com, miamapp.com, et à vous y inscrire. Vous recevrez un lien VIP. Rien que sur Van, un peu plus de 4000 plats sont référencés. Donc soyez sûr d'y trouver votre bonheur, que vous soyez à la recherche du meilleur burger, du meilleur magret de canard, ou même de la meilleure salade César. Plus nous serons nombreux sur Miam, meilleures seront nos expériences culinaires. Merci à tous. Bravo. Bravo pour ce pitch. On va voir si Miam aussi, si Miam App décolle ce soir en termes de clics et puis en termes d'adhérents. Donc maintenant, le jury est invité à aller souverainement délibérer dans une autre salle et vous reviendrez nous dire tout à l'heure comment, en tant qu'expert, comptable, banquier, avocat, chef d'entreprise, vous avez évalué ces deux présentations de projets puis les leçons que nous tous nous pourrons en tirer collectivement. Alors, on a vu là deux projets qui sont création, quasi-création, on est encore dans la phase de naissance du test, mais une fois que le projet a été présenté, une fois qu'il a été accepté, une fois qu'il a été financé, qu'il est parti, finalement, la vie de chef d'entreprise, ça ressemble à quoi? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec des témoins qui vont venir nous expliquer leur nouvelle vie depuis l'année dernière de chef d'entreprise. On peut les applaudir, vont me rejoindre donc François Révélo, qui a monté une agence immobilière. Vous allez voir, voilà. Agence immobilière d'un nouveau style, sous forme de franchise à Auray. Corinne Réel, qui a monté sa propre société avec son associé Olivier Legras, une société spécialisée dans le nettoyage. Nettoyage de maisons et de chantiers, ils sont installés sur Auray. Et puis, un cédant, un repreneur, Serge Aréguian, repreneur d'entreprise, et Gilles Lepessa qui est cédant. Vous allez voir, c'est une très très belle aventure humaine qu'ils vont nous raconter tout à l'heure autour d'une session d'entreprise, celle de Bretagne Assèchement, qui est, on ne sait pas, c'est dans le Morbihan, et l'un des leaders en France dans son domaine. C'est une entreprise qui est installée à Pau. Installez-vous les uns les autres, je vous en prie. Corinne Réel, honneur aux dames, honneur aux créatrices d'entreprise quand même. L'honneur que vous me faites. Ah, il y a un plaisir, vrai plaisir partagé. Vous avez créé votre société. La société s'appelle l'ABO Service. Oui. Ce que j'ai appris d'abord, c'est que l'ABO, c'est le nom d'un poisson. C'est le nom d'un poisson qui lave les vitres. Alors c'est un petit clin d'œil en tout cas qui me paraissait sympathique et de circonstance pour créer une société de service à la personne. Service à la personne, donc nous on a dédié nos deux sociétés, une pour la clientèle de particulier et une pour le pro. Le petit poisson, c'était, je dirais, notre spécificité parce qu'on est spécialisé dans le nettoyage des vitres et le grand nettoyage. Donc, ben voilà, on nous retient bien. C'est un nom qui est facile à retenir, c'est plutôt sympa. L'ABO, un nom qu'on va retenir à l'issue de cette soirée. Alors, racontez un petit peu ces parcours de chef d'entreprise ce soir. Le nettoyage avec votre associé, vous connaissez bien, oui, puisque vous veniez tous les deux déjà de ce secteur du nettoyage, et à un moment, vous en avez eu marre. De quoi? J'en ai eu marre parce que quand on travaille plusieurs années dans un groupe, on apprend toutes les ficelles, tous les rouages de ce secteur d'activité. On avait la connaissance du service, on avait la connaissance du marché, on avait la connaissance de ce qu'il fallait faire et la connaissance de ce qu'il ne fallait pas faire. Avec Olivier, on s'est rencontrés, donc ça a été aussi une belle rencontre. Moi, j'étais surtout dédiée au développement commercial et Olivier était sur la partie financière. Complémentarité de savoir. Donc un binôme de choc pour peut-être partager quelque chose qui s'est concrétisé bien évidemment, puisque c'est quelque chose qui au fur et à mesure avance et mûrit. Donc je voulais vraiment apporter, non seulement on avait la connaissance, mais voilà, il y avait quelque chose qui me convenait pas dans la valorisation du salarié. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de besoins. Il y a des salariés qui, pour moi, sont beaucoup trop isolés. Donc, on a voulu, avec Olivier, créer autre chose, d'innover dans le service à la personne, en impliquant davantage des salariés, en les valorisant et en les accompagnant au quotidien, en tout cas. On s'implique vraiment avec les salariés, c'est totalement différent. C'est-à-dire que le déclic, si j'ai bien compris pour vous, pour quitter votre ancien travail
travail, finalement partir sur la création d'entreprise, c'est qu'à un moment, vous n'adhériez plus Il y avait aux valeurs de divergence, vos il y avait anciens employeurs. divergence, voilà, et j'ai pu quitter la structure dans laquelle j'étais en tant que directrice commerciale par une rupture conventionnelle, et j'ai pu créer la société, la VO Service, avec Olivier Legras. Alors c'est marrant parce que vous êtes dans une entreprise de nettoyage, ce ne sont pas des milieux toujours faciles non plus, c'est des milieux où les prix sont tirés, c'est des milieux où les marges ne sont pas forcément énormes, où il y a un gros travail commercial à faire. Vous n'êtes plus en adéquation avec une entreprise, avec une certaine vision de ce métier, et pourtant vous décidez avec un autre collègue d'aller créer votre propre entreprise et de rester dans le même secteur d'activité. Donc ça c'est quand même assez surprenant. Vous vouliez refaire la même chose à côté? Pas du tout. On n'a pas refait la même chose. En fait, on ne duplique pas quelque chose. Nous, on avait notre propre idée, on avait notre façon d'appréhender le marché de façon totalement différente. C'est pour ça qu'on a créé deux sociétés, parce que je vais démarcher le pro pour avoir le particulier. Je vais travailler avec les salariés sur le terrain pour qu'ils aient une image totalement différente du patron en général. On met les mains dans le cambouis, on leur explique, on est crédible. On a vraiment quelque chose de totalement différent. Vous aviez quelle différence d'approche commerciale par rapport à l'entreprise que vous aviez auparavant? Vous dites on a une entreprise pro, une entreprise particulière. Expliquez-nous un petit peu la véritable différence qui fait que la création d'une entreprise, elle est nécessaire pour vous. Elle était nécessaire parce que moi j'aime le terrain. Et dans la précédente expérience que j'avais, c'était pas forcément ce qui était mis en avant. Et aller voir les entreprises, faire du porte-à-porte avec les entreprises. J'accompagne même mes salariés avec moi en développement commercial. Ça se passe comment alors, par exemple? Ça se passe plutôt bien. Ouais. Ça se passe plutôt bien. C'est surprenant, c'est une démarche qui est assez, je pense, originale, mais je trouve que pour impliquer, je dirais, les salariés dans notre développement, je trouve ça sympathique. Et vous arrivez Et chez c'est des bien clients comme ça. potentiels avec une salariée, voilà, vous avez Exactement. besoin de nettoyer vos Nous, on se budgets. considère comme un acteur local, donc j'ai la chance en tout cas d'avoir des salariés qui forcément, il faut que les salariés adhèrent à notre projet. Donc c'est toute la spirale qu'on essaye de mettre en place avec l'ensemble de nos équipes. Mais voilà, donc comme elles adhèrent à notre projet, nous on va sur le terrain avec les salariés, on embarque tout le monde dans la même danse, quoi. Puis on se dit on y va, je vais te montrer, tu te mets un petit peu en retrait, c'est pas grave. Et puis on y va, et au final, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, pour moi, c'est pas difficile. Après, c'est plus pour le salarié que c'est finalement c'est intéressant. Et puis ça se concrétise par, je dirais, une transformation systématique. Donc c'est pas mal. En transformation, c'est pas mal. En développement commercial, ça paye bien. Si je synthétise un peu votre propos, vous dites on ne peut pas faire un copier-coller de l'entreprise que l'on quitte. Ça, c'est impossible. Si je quitte mon entreprise, c'est pour aller faire autre chose. Je peux rester sur le même secteur d'activité, mais je dois innover, je dois être différent, je dois avoir une valeur ajoutée qui soit supérieure à ce que je faisais auparavant. Vous dites, dans l'implication des salariés, voilà, moi je développe quelque chose de différent, je vois les salariés avec moi, je vais avec les salariés sur le terrain, je mets les mains dans le cambouis, je nettoie aussi comme les salariés, je montre une certaine manière de faire. Oui. Vous dites, dans mon approche commerciale, j'ai aussi quelque chose de différent, je vais essayer de mélanger les particuliers, je vais essayer également d'attirer les professionnels et de mélanger deux marchés qui, traditionnellement, ne sont pas tellement mélangés dans ce secteur d'activité. Et puis il y a une autre innovation que vous avez mis en place, c'est la volonté d'aller sur des grands nettoyages, on va dire, de fin de chantier. Essayez d'aller sur de nouveaux secteurs pour vous. Oui. En fait, j'ai démarché des regroupements d'artisans qui n'avaient pas forcément pensé à la valeur ajoutée d'avoir un prestataire de service qui vienne, en tout cas, faire du propre, même s'ils considèrent que leurs artisans travaillent proprement. Mais voilà, toute la subtilité, c'est qu'est-ce qu'on appelle propre. Alors, c'est quoi l'argument commercial dans ce cas-là? L'argument commercial, c'est de dire qu'on fait du plus propre que propre, s'ils considèrent que les artisans sont tip-top, mais ils le savent que c'est pas possible. Donc, non. En fait, ça se fait très naturellement, et puis avec les échanges que l'on peut avoir, au final, c'est plutôt pareil, bien perçu. Et la preuve, puisque ça a été nos premiers clients, ça fait 1 an qu'on existe, et ça a été notre premier client, c'était un groupement d'artisans qui n'avait pas du tout pensé à ça. L'argument, ça a été, sachez qu'un client mécontent parce que les délais de livraison de maison, par exemple, ne sont pas respectés, nous, on peut avoir une valeur ajoutée, en tout cas, en apportant une maison super clean, et le client, finalement, il va occulter, je dirais, le petit delta de timing qui n'a pas été respecté. Voilà, c'était un peu l'idée de lancement, et puis après, on affine, je dirais, l'argumentaire en fonction des interlocuteurs qu'on a en face de soi, et ça s'est fait comme ça pour démarrer, et ça a été, ça a été positif, bien sûr.
Alors là, on voit toute la stratégie que vous avez en face de vous. Alors, on a aussi des créateurs ou des repreneurs d'entreprise de l'autre côté. On va essayer de parler un petit peu concrètement, comment, lorsqu'on a sa stratégie, ses valeurs, les secteurs sur lesquels on veut aller, comment est-ce qu'on se développe? D'abord, avec votre associé, vous avez créé une entreprise à 50-50, 50% des parts chacun. Moi, j'ai toujours entendu dire l'entreprise ne fallait jamais aller à 50-50 parce que si un jour vous êtes en désaccord, l'entreprise elle avance plus. C'est qu'à 50-50, vous avez répondu, c'est qu'on n'a pas le droit d'être pas d'accord. Donc on est condamné à s'entendre. Et ça, c'est toute, je dirais, notre stratégie de montage, puisqu'on a considéré qu'on était partis dans le même bateau, avec des compétences. On est totalement différents et complémentaires. C'est ce qui fait notre force. Voilà, moi je suis sur le terrain, je me débrouille très bien sur le terrain. Olivier, il n'aime pas le terrain, il fait très bien ses comptes. Et voilà, on a un financier, une commerciale. Et donc on est à 50-50, je dirais, impliqués dans cette création. Objectivement, tout le monde a dû vous dire, les conseillers, les banquiers, les experts comptables, attendez, vous faites fausse route en allant sur cette route. Nous, on a voulu créer comme ça parce que ça nous correspondait. C'était nos valeurs et notre façon de faire. C'était notre concept, voilà. Et on l'assume parfaitement bien. C'est ce que je vois, c'est ce que je constate. Point de vue financier, le capital, il est de combien? 40 000. Alors, on avait 4 banques qui nous suivaient. Alors, 40 000, vous apportez combien en fonds propres? Vous aviez besoin d'emprunter combien? On a emprunté 40, apport perso, 5 000 chacun. Et en fait, l'emprunt, c'est bien passé avec les banques, entre guillemets, parce qu'on est passé par Initiative Van, qui a été, en tout cas, notre porte d'entrée pour aller voir les banques. Donc ça, c'est quelque chose de très important dans le démarchage de financement, c'est que ça a été notre porte d'entrée. On avait 4 banques qui nous suivaient. Alors, attendez, juste avant la porte d'entrée, ils vous ont apporté quoi, Initiative Van, de manière très concrète avant de passer chez le banquier? Ils nous ont apporté, je dirais, on avait je crois que c'était 3 000 €, je crois. Enfin, on a eu l'accord, en tout cas, d'une enveloppe de 3 000 €. Et également, je dirais, le crédit qu'avait la structure, la BO Service, de se positionner face aux banques, en fait. Une sorte de validation, en tout cas de sérieux du dossier. C'est ça. Face aux banquiers, ça s'est passé comment? Bien, ça s'est bien passé. Pas évident comme exercice, bien évidemment, hein, parce que on n'a jamais la réponse avant d'y aller, en sortant, donc on se dit est-ce que ça va le faire, pas le faire. On donne le paquet, hein, on explique ce qu'on veut faire, on est vraiment très spontané, et puis voilà, quoi. Donc ça s'est bien passé, puisqu'on en a eu 4 qui nous ont suivis. Donc vous n'aviez plus qu'à choisir? Non, pas que choisir, parce que les 4 acceptaient, mais pas dans les mêmes conditions. Il n'y en avait qu'une qui acceptait nos conditions, donc ça c'était pas mal. Vous avez imposé vos conditions à la banque en face de vous, ça mérite d'être du sur-mesure, c'est bien. Noté. Lorsque je vous écoute, j'ai l'impression finalement que c'est un long fleuve tranquille d'aller créer son entreprise. Ça n'avait pas eu l'air de vous poser de problèmes ou de vous poser de soucis. Je crois que le fait d'avoir la connaissance du secteur d'activité nous permet en tout cas de créer sereinement. On invente une façon d'appréhender le service à la personne de façon totalement différente, mais en soi, on connaît tous les rouages. Donc, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Donc, par rapport au dossier complet, ce n'était pas difficile en soi. Après, on a rencontré des bonnes personnes au bon moment. Personne n'a intercepté quoi que ce soit, ou en tout cas nous a court-circuité, c'est plutôt le terme exact. Et on a eu la chance de rencontrer à la Chambre de commerce Isabelle Lemercier, qui est conseillère en reprise et création d'entreprise, qui nous a vraiment déployé l'ensemble de tous les interlocuteurs dont on avait besoin pour concrétiser notre projet. Donc se faire accompagner, parler, ouvrir les portes, frapper, ressortir, et si c'est pas bon, on recommence, et on va les frapper à côté, et puis c'est comme du démarchage commercial, faut pas lâcher le morceau, c'est tout. Ça on a bien compris en vous écoutant. Juste une toute dernière question, grosso modo un an après le lancement de l'entreprise, comment se porte la BO? Est-ce que vous suivez votre business plan? Est-ce que vous êtes déjà parti sur d'autres modèles? Alors, parti sur d'autres modèles, non, parce qu'il faut d'abord se contenter déjà du premier modèle qu'on a en tout cas lancé. Et déjà entre le prévis et puis ce qu'on réalise, c'est un peu différent au niveau des activités qui se développent, qui ne sont pas forcément celles pour lesquelles on avait misé. Mais on est très satisfait parce qu'on est à l'équilibre pour la première année. Donc je trouve que c'est pas mal. Équilibre au bout d'un an. Oui, mais on est très satisfait et puis on espère bien. On a beaucoup de devis, on a beaucoup de demandes, donc on est très satisfait en tout cas de notre situation aujourd'hui.
cas, ça se ressent et ça s'entend. Bravo pour ce parcours, bravo. Autre collègue qui a fait quelque part, qui a beaucoup de similitudes d'ailleurs avec votre parcours professionnel, c'est François Fravallo. Vous aussi, vous travaillez depuis pas mal de temps dans un secteur qui est le secteur immobilier. Oui. Et puis au bout d'un moment, il y en a marre. Alors ça fait partie des questions qu'on peut tous se poser. Je pense que si vous êtes là, c'est aussi la question qui se pose. J'ai été salarié dans le secteur d'activité dans lequel j'exerce aujourd'hui pendant quasiment 9 ans. J'ai gravi tous les échelons les uns après les autres pour finir responsable d'une des agences pour laquelle je travaillais, avec le statut de salarié évidemment. Il y a toujours... alors j'ai entre guillemets que 30 ans, donc créer son entreprise à 30 ans c'est toujours... quelques-uns m'ont dit super, c'est génial mais ils ne le feraient jamais. Et d'autres m'ont dit mais t'es complètement fou. Donc ça fait partie des éléments qui font avancer ou reculer. C'est ça qui permet de temporiser un petit peu les choses et de bien valider les choses avant de faire une éventuelle bêtise. Alors, je reviens quand même à ma question initiale, parce que c'est toujours intéressant de comprendre à quel moment il y a un déclic. Vous êtes dans une agence, vous avez gravi tous les échelons, vous gagnez très correctement votre vie, et il y a un moment où quelque chose ne se passe plus, le rouage ne tourne plus bien. Je voudrais comprendre ce moment. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond et qu'est-ce qui fait que vous partez sur la création d'entreprise? Alors, notamment dans mon secteur d'activité, c'est beaucoup d'investissement personnel et une pression qui est importante, qu'on se met soi-même parce qu'on est payé en tant que commercial à la com, comme beaucoup. Et ce qu'on attend, c'est surtout l'investissement qui est donné, c'est d'avoir les justes retours. Alors, c'est une interprétation qu'on peut se donner en tant que salarié. La vision de mon ancien employeur n'est sans doute pas la même. Mais dans tous les cas, je me suis posé cette question, à me dire, je me lève le matin tous les jours pour faire quelque chose que j'aime, qui me passionne. Et je n'ai pas forcément les retours que j'aimerais avoir. Et pourquoi pas me lancer tout seul? Parce que bon, je suis natif d'Auray, je me suis installé à Auray, j'ai un gros réseau. Je me dis pourquoi pas le faire pour moi. Et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais dans tous les cas, je l'aurais fait pour moi. Et je ne serais plus attaché à une personne qui pourrait me freiner dans mon évolution. Parce que j'ai progressé très vite. Et l'objectif, c'était de prendre ce bateau-là en marche aussi, pour avancer. Ce que je voudrais bien comprendre, c'est effectivement ce motif qui vous fait aller vers la création d'entreprise. Vous dites on se lève tôt, c'est de la pression, on travaille beaucoup, il y a la pression à la commercialisation pour gagner aussi sur les ventes. Pourquoi, après tout, ne pas avoir abandonné complètement ce secteur, partir dans quelque chose où il y a peut-être moins de pression, qui peut être un autre métier différent? Pourquoi pas avoir abandonné et vous faites le chemin contraire, vous n'abandonnez pas, vous continuez, vous persévérez là-dedans? Alors ça a fait partie de mes... Déjà sur les premiers éléments de réflexion, quand j'ai demandé la rupture conventionnelle à mon ancien employeur, j'étais parti avec cette idée, mais pas seulement. Je m'étais dit, ça fait partie de mes projets, mais bon, si ça se fait pas, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? J'ai toujours avancé beaucoup, donc je me suis dit, si c'est pas ça, je trouverai autre chose. J'ai découvert ce concept-là, auquel j'ai adhéré. Si c'était pour refaire, ça rejoint un petit peu ce que disait Corinne, si c'est pour refaire la même chose, je l'aurais pas fait. L'idée, c'était de répondre à la demande qui, moi, me semblait être cohérente et pertinente de la part de la clientèle que je voyais tous les jours. Et c'est de là qu'est venue cette idée, qui est sans doute une transition sur une question future, c'est pas fait exprès. Allez-y, faites-le. Et l'objectif, c'était de répondre à la demande, tout en maîtrisant le risque que moi je prenais dans les frais de fonctionnement et les coûts de fonctionnement. D'où l'idée aussi de se faire accompagner par le biais de la franchise, qui m'a proposé un package quasiment tout prêt. Bon, c'est du vu de très loin, c'est pas vu sur du local, c'est une idée nationale. Et c'est ça qui m'a permis de me lancer en me rassurant un petit peu, en me disant que mon projet était cohérent avec ce que moi je voyais tous les jours auprès de ma clientèle. Alors, on retombe un petit peu sur ce que disait votre collègue tout à l'heure. Vous aimez votre secteur d'activité, vous ne voulez pas abandonner votre secteur d'activité, mais vous ne voulez plus travailler, je veux dire, comme avant, comme ce que vous avez connu. Vous voulez créer votre entreprise, mais ce n'est pas pour faire un copier-coller d'une agence immobilière comme il y en a beaucoup autour de vous, c'est pour essayer d'innover, d'aller sur d'autres modèles. Et là, vous trouvez alors ce modèle de franchise qui est de faire une agence immobilière à frais réduits. Alors c'est quoi? Expliquez-nous ce qu'est une agence immobilière à frais réduits. Est-ce que c'est quoi, le Ryanair de l'immobilier? On est dans le low cost? Alors en fait le principe est simple, c'est qu'aujourd'hui en immobilier on a 3 intermédiaires professionnels possibles. On a soit l'agence traditionnelle, tous les gros réseaux que tout le monde connaît. On a soit le mandataire indépendant qui travaille de chez lui, qui n'a pas de frais de fonctionnement, etc., mais qui n'est pas détenteur de la carte professionnelle, donc qui n'est pas reconnu en tant qu'agent immobilier. Et puis on a l'entre-deux. Et moi j'ai voulu me positionner dans l'entre-deux pour garder, donc je suis titulaire d'une carte professionnelle de par mon expérience, et pour garder le côté sérieux de la profession d'agent immobilier.
Je ne veux pas dire que les mandataires ne sont pas sérieux, mais il y a, comme tous les agents immobiliers, n'importe quelle profession, il y a des bons et des moins bons. Mais l'objectif, c'était, pour moi, ce qui était primordial, c'était d'avoir pignon sur rue. Donc avoir un établissement physique. Voilà, un établissement physique. Dans mon cas, je suis installé en face d'une étude notariale à Auray. Donc c'était un emplacement stratégique, avec lequel je travaille depuis quelques temps, etc. Donc ça me semblait plus que logique. Donc c'était ce premier point-là, et d'avoir un concept différenciateur. Alors justement, si vous avez une agence en face d'un notaire et que votre but c'est de vendre des maisons, je ne vois pas tellement la différence en fait avec les autres agences immobilières. Alors, c'est là-dessus que la démarcation était importante, c'était de proposer un concept à frais réduits. Donc aujourd'hui, une agence traditionnelle prend entre 6 et 7%. Moi, le concept, il est entre 4 et 4,9%. 4%, c'est quand je suis en exclusivité, le seul détenteur du mandat. Donc c'est-à-dire que vous êtes payé moins, quoi, grosso modo. Je suis payé moins. Pour que ça tienne la route, il y a des frais de fonctionnement qui sont différents. On ne vient pas brader la commercialisation. Par contre, je n'ai pas d'assistante commerciale. Et les compromis de vente sont rédigés par notaire. C'est le rôle principal, entre guillemets, d'un notaire. À aucun moment, ça leur pose problème. Au contraire, ils démarrent le dossier tout de suite, ça roule derrière. Et moi, ça me permet de me concentrer essentiellement sur du commercial. Et c'est ce que me demandent, et c'est ce que demandent les vendeurs et les acquéreurs. Il y a une petite partie qui veut avoir le sourire de l'assistante, etc. Le seul problème quand on est chef d'entreprise, c'est qu'avoir une assistante dans mon cadre, c'est que c'est un profil qui ne produit pas. Donc l'objectif, c'est d'avoir des producteurs et des gens qui sont sur le terrain. Donc toute la partie administrative, sans mentir, en tant que chef d'entreprise, il y en a quand même un peu, mais sur le cadre commercial du métier, c'est peut-être d'en déléguer un maximum au notaire. Donc en restant un vrai commercial, mais au sens propre du terme, et avec la carte professionnelle, donc le vrai rôle d'agent immobilier. Vous voulez rester sur votre secteur d'activité, vous quittez votre ancien employeur, vous avez cette rupture conventionnelle, vous trouvez une franchise qui vous permet de commercialiser de l'immobilier d'une autre manière, de manière différente. Ceci dit, je disais en préparant cette table ronde, le choix, il n'est quand même pas si évident. C'est-à-dire qu'on se met en danger, on quitte un métier qu'on connaît par cœur, on quitte un certain niveau de revenu, on quitte une zone de confort, puisque ça fait des années que l'on fait la même chose, pour aller faire quelque chose, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et là, ce choix pour vous, il n'a pas été si simple que ça. Alors, c'est pas toujours simple. J'ai la chance d'avoir 2 enfants et pas d'être marié, mais presque. Donc, forcément, c'est une décision qu'on prend, alors que j'ai pris tout seul. Et puis après, forcément, je me suis dit, je vais peut-être essayer de la convaincre. C'est mieux, hein, pour le couple. C'est un peu mieux. Ouais. Donc, ça a été aussi une grande interrogation financière, parce que l'objectif, c'est quand même de pouvoir avoir le même train de vie qu'auparavant. Dans un premier temps, on est prêt à faire des concessions, parce qu'on sait que ce qu'on fait là, ce qu'on sème là, c'est pour le récolter dans quelques temps. Donc, on ne se dit pas, je veux gagner la même chose, c'est pas possible tout de suite. Mais dans tous les cas, c'est d'avoir cette sécurité, de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, des scolarités, et puis d'avoir la vie qu'on avait quasiment la même qu'auparavant. Justement, comment ça réagit dans la famille, votre compagne, vos enfants, quand vous dites, écoutez, je vais changer de métier, je vais démissionner, je vais faire un métier, mais alors je vais plus gagner autant, donc on n'aura pas tout à fait le même niveau de vie, on partira plus en vacances comme ce qu'on faisait auparavant, il y aura d'autres changements, mais moi je vais me faire plaisir. Alors c'est vrai que ça, c'est les premiers éléments qu'on peut entendre justement de la part de l'entourage. C'est de se dire, il est un peu égoïste, il est dans son truc, ça marche, c'est le roi du monde, ça marche pas, il a mis tout le monde dans le sac, donc c'est la grande question. Si je l'ai lancé, c'est que déjà ma compagne était à 100% avec moi, sinon je ne l'aurais pas fait. Sinon ça ne peut pas marcher, parce que si c'est pour rentrer le soir et avoir une tête de 10 pieds de long parce qu'on est rentré tard, ça ne marche pas comme ça. Et puis elle a aussi toute confiance en moi, parce que j'avais ce crédit-là d'avoir exercé pendant 9 ans, d'avoir, entre guillemets, toujours réussi sur mes 9 années de travail, donc sans être toujours sûr à 100% de soi, mais j'avais quelques garanties qui me faisaient me dire que j'étais en capacité de réussir. Donc là, l'ouverture est toute récente, les débuts sont encourageants, c'est rassurant. Et le point indispensable, c'est que j'avais pu partir par le biais d'une rupture conventionnelle, et qu'on a les 2 choix dans le cadre de la rupture conventionnelle, c'est soit de prendre une partie du capital qu'on a cumulé, ou une rémunération pendant la durée de ses droits. Et moi, j'ai opté pour la rémunération pendant la durée de mes droits, de façon à pouvoir avoir le budget familial, entre guillemets, ficelé sur une période de 2 ans, parce que c'était la période où j'étais indemnisable, en me disant, on a cette somme pendant 2 ans, et on s'adapte en fonction. Est-ce que le choix de la franchise, pour vous, c'était aussi un choix pour garantir une certaine sécurité, avoir des services que vous apportez à la franchise éventuellement derrière? Alors, ça a fait partie de mes interrogations, de me dire, beaucoup de gens m'ont dit, pourquoi tu payes une franchise, tu peux le faire tout seul, tu connais du monde, etc. Sauf que je pense qu'à un moment donné, ça ne suffit pas.
On peut avoir, notamment dans le métier de l'immobilier, un gros relationnel, mais à côté de ça, il y a aussi une grosse part de communication, une part de présentation. L'objectif que je cherchais auprès de la franchise, c'était d'avoir des gens qui avaient déjà planché sur cette idée, avec du recul, qui sont à l'origine des gens de terrain, mais qui aujourd'hui prennent du recul et puis font une synthèse de différents membres de la franchise, pour avoir toujours les bonnes idées et prendre suffisamment de recul pour faire évoluer le réseau dans le bon sens. J'aurais pu lancer une idée aujourd'hui et me retrouver dans 2 ou 3 ans avec les mêmes idées, sauf que le marché il évolue très vite. Donc l'objectif, c'est d'avoir des outils qui sont en mouvement permanent, de façon à ce que je puisse toujours répondre à la demande auquel les vendeurs et acquéreurs sont demandeurs. Ça, c'est vraiment le point indispensable. Et l'accompagnement avec un service marketing, un service juridique, où je sais que la moindre question, je fais remonter à la tête de réseau, et j'ai un vrai accompagnement. On n'est pas seul. On n'est vraiment pas seul. Ça dépend des corps de métier, mais le principe de la franchise, j'y étais pour à 95%. Les 5%, c'était de se dire j'ai un droit d'entrée, j'ai à chaque transaction une somme à donner, etc. Je pense, franchement, et je pense que l'avenir viendra le confirmer, que ça me semble être une vraie sécurité. Et dans tous les cas, quand j'ai rencontré les banques, ça a été une sécurité de se dire il connaît son métier, mais il n'est pas en train de se la raconter, à se dire que rien qu'en son nom, il va tout renverser, quoi. Il avait besoin de cette sécurité-là. Justement, d'un point de vue finance, quels étaient précisément les besoins de financement au départ? Sur la totalité, c'est une enveloppe qui est à hauteur à peu près de 30 000 euros, qui m'a permis d'anticiper 6 mois de fonds de roulement, donc dans le droit d'entrée de la franchise. Les 6 mois de fonds de roulement, il me semblait être intéressant et important pour payer le loyer, la publicité, qui dans mon secteur d'activité est un gros budget, de façon à ne pas se mettre de pression particulière, à se dire le premier jour, j'ai pas un client qui est rentré et à partir en dépression. L'objectif, c'était vraiment sur les 6 premiers mois de se dire, bon bah voilà, si j'ai au moins 2-3 transactions qui seront tranquillement dans les 6 premiers mois, au moins j'ai de quoi survivre pendant 6 mois. Et le confort, c'est que j'ai pas de salaire à me verser. Donc la pression, on se la met parce que quand on a un profil commercial, sans pression, on n'avance pas. Je pense que c'est un peu le nerf du commerce. Mais c'était d'anticiper cette pression et de se dire de ne pas finir de la pression en dépression. Juste d'un point de vue très, très pratique, les 30 000 euros dont vous aviez besoin pour lancer votre activité, combien de fonds propres apportés de votre côté, combien d'emprunts bancaires éventuellement? Alors 4 000 euros d'apport, 4 000 euros de prêt d'honneur auprès de la CCI et le reste en emprunt. Et un point qui est important et qui a été indispensable dans mon projet, c'est un accompagnement par Bretagne Active. En fait, le principe de Bretagne Active, c'est que alors j'ai plus le pourcentage en tête, mais c'est un pourcentage assez important, c'est 65 ou 70% du montant de l'emprunt de mémoire, qui est garanti par Bretagne Active, en première instance. C'est-à-dire que si mon entreprise ne fonctionne pas, j'ai cette sécurité où Bretagne Active vient solder cette dette. Et ça a été un élément, donc je suis passé voir M. Tellion, notamment de Bretagne Active, qui a monté le dossier, à qui j'ai présenté le dossier, qui l'a défendu auprès d'un jury. Et ça a été une vraie sécurité, ça a été un élément déclencheur pour les accords de banque. J'ai aussi eu la chance d'avoir 4 accords de banque. Là, en l'occurrence, j'ai eu le choix parce que j'avais des conditions similaires. Et c'était suspendu à l'accord de Bretagne Active, évidemment. Mais dans tous les cas, j'ai eu ce choix-là, et qui est vraiment royal. Alors justement, aujourd'hui vous faites le même boulot, vous vendez des maisons sur le même territoire qu'auparavant. Quelle différence par rapport à ce que vous faisiez il y a quelques mois? Alors, sur mon fonctionnement, c'est que je sais pourquoi je me lève le matin, je sais que si ça marche, c'est grâce à moi, et que si ça ne marche pas, c'est à cause de moi. Et je ne me repose pas sur une équipe que j'avais comme avant, en qui j'avais une totale confiance, mais je n'ai pas ce confort de se dire, bon voilà, si ça ne marche pas pour moi, ça marchera pour quelqu'un d'autre, et je serai rémunéré quand même. Et il y a aussi le confort de vie, de se dire qu'on a une organisation qu'on a envie de se donner. Bon bah là c'est du 6/7, c'est forcément une obligation pour moi de démarrer comme ça pour me donner toute son énergie, mais c'est aussi un choix de se dire je peux décider sur tel ou tel bien, de me dire je prends, je prends pas. On a ce loisir là de se dire c'est moi qui décide. C'est une prise de risque, mais en même temps si j'en suis là aujourd'hui, c'est de se dire j'ai mon destin entre mes mains. Donc aujourd'hui, c'est moi qui décide et c'est un vrai confort. Je retiens les mots, le loisir de se dire c'est moi qui décide. Le loisir de se dire c'est moi qui décide. Autre histoire d'entreprise, ça aussi c'est pas de la création mais c'est de la reprise, et c'est surtout, vous allez voir, une histoire humaine, une histoire d'homme qui est assez passionnante, avec 2 forts caractères aussi en face de nous. Serge Arrighian,
vous avez dirigé pendant longtemps à Paris un très grand groupe de transport, on peut le dire, 1 milliard de chiffre d'affaires, 10 000 salariés, puis un jour, comme d'autres, un peu fatigués, soit de la tension, soit de la pression, soit du travail, mais vous êtes venus sous des tropiques beaucoup plus doux, à savoir la Bretagne Sud. Vous avez officié, on peut le dire, dans un grand club de foot morbihanais qu'on ne citera pas, mais vous aviez surtout le projet de reprendre une entreprise, vous l'avez fait savoir autour de vous, et puis un jour, votre banquier, qui vous connaît bien, il vous appelle, il vous propose quelque chose, il dit « j'ai trouvé l'entreprise qui va vous correspondre ». Et là, vous l'écoutez longuement au téléphone, et vous lui dites « certainement pas, surtout pas ça, ça ne m'intéresse pas ». Tout à fait. Déjà, le nom de l'entreprise m'avait surpris. Bretagne Assèchement. Moi, sexy. C'est vrai que c'était bizarre comme nom. On m'avait dit qu'il pleuvait un peu en Bretagne, mais c'était à ce point pour faire de l'assèchement. Donc, et puis, c'était un métier tel qu'il me l'avait expliqué, très technique. C'est-à-dire ? C'est le core business de l'entreprise, c'est la recherche de fuites non destructives. Alors, quand on vous explique ça, vous dites, oh, c'est quoi ce machin ? Et le machin, c'est en fait d'aller trouver une fuite là où elle se situe, on ne sait jamais où ça se passe. Donc une maison, un immeuble, une maison, entreprise. un immeuble, n'importe quel type de locaux, dans une chape, dans un plafond, dans un mur, une fissure, un toit terrasse. Et là, il y a différentes techniques qui existent, qu'il faut mettre en œuvre. On va du fumigène jusque de la sonde à neutrons. C'est des procédés avec les caméras, avec tout un tas de systèmes aussi d'acoustique. On va écouter ce qui se passe dans les tuyaux ou ailleurs. Donc je dis non, ça c'est pas pour moi, je te remercie. Voilà. C'est comme ça. Et le banquier a été insistant. Le banquier était insistant, quelques mois après il me rappelle et il me dit vous êtes toujours en recherche? Je dis bah oui, là j'avance très vite et j'étais effectivement sur 3-4 dossiers qu'on m'avait proposés. Il me dit je voudrais vous reparler de Bretagne Assèchement. Il dit j'ai eu récemment le dirigeant qui a en tête quand même de transmettre et de vendre son entreprise. Et puis comme il insistait bien, je lui ai dit, bah, écoutez, j'aimerais bien le rencontrer. Puis surtout, il m'a dit, vous verrez, c'est quelqu'un de très bien et je vous propose de le rencontrer. Voilà. Donc la mort dans l'âme, vous avez pris votre voiture, vous êtes allé jusqu'à Non, Pau. pas dans la mort dans l'âme, parce qu'on a échangé au téléphone avec Gilles Lepessec, qui m'a très bien accueilli au téléphone et qui m'a dit de passer un soir me voir à son entreprise. Voilà. Et là, je suis, comment on va dire, c'est comme une rencontre, et cette rencontre était très belle, où Gilles m'a expliqué son parcours et comment il avait créé cette entreprise 20 ans auparavant, étant précédemment dans le bâtiment. Il avait une entreprise de construction et de rénovation de maisons, et il était parti dans une aventure extraordinaire, dans un métier que personne ne connaissait en France, qui venait d'Allemagne et des pays nordiques, qui était l'assèchement technique. Et l'assèchement technique, c'est quoi? C'est ni plus ni moins, dans nos maisons, si on a une inondation ou un dégât des eaux, ou on parlait de chantiers des fois qui ont du mal à terminer, notamment pour les plâtriers, on va mettre en place des machines pour assécher ces parois, ces sols, ces murs, etc. Et partant d'un métier dont il est, et on peut le dire aujourd'hui, 20 ans après, le précurseur, non seulement en Bretagne, mais en France, il a su développer d'autres métiers, notamment le métier de la recherche de fuites non destructives. Mais vous dites, cette rencontre, elle a été très belle. Oui. Elle vous a surpris des rencontres. Qu'est-ce que vous avez trouvé de si surprenant, en fait, dans l'entretien que vous avez pu avoir avec lui, vous qui n'étiez absolument pas partant pour aller reprendre une entreprise dans ce secteur? Déjà, ce qui m'a plu, c'est l'authenticité de l'homme. Voilà. C'est typique de la Bretagne, où il y a encore quelques valeurs ici qui existent et qui font du bien. Et là, oui, j'ai rencontré quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui ne rencontre pas d'histoire et qui reste dans la simplicité et qui vous explique de A à Z ce qu'il a fait. Ensuite, ce que j'ai apprécié, ce sont ses valeurs. Les valeurs d'un chef d'entreprise, comment il considérait ses salariés. C'est-à-dire qu'il était à la tête de plusieurs entreprises et il ne souhaitait surtout pas faire un groupe et vendre cette entreprise, ou en tous les cas ce qu'il a construit depuis 20 ans, uniquement pour de l'argent. Donc ce qu'il voulait, c'était surtout préserver et pérenniser les emplois qu'il avait créés. Combien d'emplois? Aujourd'hui, un peu plus de 50. Voilà. Donc c'était
pour moi quelque chose de très fort où le salarié était mis au milieu et était mis en priorité dans la discussion de ce qu'est un chef d'entreprise. Et c'est des valeurs que je partage complètement. Parce que quand je vous écoute, on dit toujours, lorsqu'on écoute un créateur d'entreprise, on dit c'est pas vraiment le projet qu'on juge derrière. Le projet est important, mais le plus important, c'est le porteur de projet. Et là, c'est un peu la même chose. Quand on reprend une entreprise, finalement, ce qui vous a fait un petit peu flasher, craquer, c'est pas le secteur d'activité dans un premier temps, c'est pas ce qu'il faisait, c'est le chef d'entreprise en face de vous. Oui, c'est le chef d'entreprise, c'est comment il a géré cette entreprise, comment pas à pas il a progressé, mais seulement ce qui m'a aussi séduit, c'est cette façon de transmettre à ses collaborateurs. Qu'il est devenu un maître, et aujourd'hui, lorsque vous discutez avec toutes les compagnies d'assurance, parce qu'on travaille beaucoup avec les compagnies d'assurance ou les cabinets d'experts, si on cherche un professionnel en France, on sait où le trouver. Il est à Pau, et il s'appelle Gilles Le Pessec. Et donc, ce qu'il a su faire, c'est aussi transmettre. C'est-à-dire que tous nos collaborateurs aujourd'hui, c'est comme un maître. Il y a des artisans et il y a des maîtres. Et le maître, c'est celui qui sait transmettre. Et en espérant surtout que ses élèves soient meilleurs que lui. Transmettre. Gilles Le Pessec, quelqu'un qui débarque chez vous, qui était pour plus partant que ça pour reprendre votre entreprise, mais vous aussi, vous avez le droit d'avoir votre opinion sur lui. Il y a quelqu'un, il n'est pas du coin, il n'est pas breton, c'est un ancien grand patron, il avait 10 000 personnes sous ses ordres, il y avait 1 milliard de chiffre d'affaires, et il débarque dans votre boîte à Pau. Vous avez pris ça comment, quand vous l'avez vu débarquer? Je l'ai bien pris parce que la première fois qu'il est arrivé à Pau, il ne pleuvait pas. Il faisait beau. C'est déjà un signe. Donc je me suis dit, ça commence bien. Non, mais tout simplement, le courant est très très bien passé entre nous. Et moi, je recherchais quelqu'un pour diriger l'entreprise avec un profil différent. Parce que l'entreprise avait besoin de grandir. Donc c'est un travail d'être chef d'entreprise à plein temps. Moi, je consacrais beaucoup de mon temps sur le terrain, donc en expertise. Et je recherchais vraiment quelqu'un avec un profil différent. Mais il vous a pas fait peur, en arrivant justement, vu son profil? Pas du tout. Serge est quelqu'un de très simple, il n'y a aucun souci. Donc non, absolument pas. Bien au contraire, il m'a rassuré. Serge Arignan, c'est pas tout d'entendre quelqu'un qui a des valeurs. On sent toute l'estime que vous portez à Gilles Le Pessec derrière. Entre écouter quelqu'un, comprendre ses valeurs, voir aussi rencontrer son personnel, prendre un petit peu l'ambiance, l'air dans l'entreprise, et ensuite se décider à la racheter, il y a un pas quand même. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous? Quand on rachète une entreprise, en tous les cas quand on regarde et on étudie, bien sûr qu'on regarde dans un premier temps les comptes. Mais derrière, ce qu'il faut faire, c'est voir ce qu'on va pouvoir faire de cette entreprise. Connaître, c'est un métier que je ne connaissais pas du tout, et donc une activité qu'il fallait rapidement approfondir et voir vers quoi ce métier pouvait se diriger. Donc l'idée, c'était de rencontrer les donneurs d'ordre. De par mes activités précédentes, j'avais l'avantage de connaître et d'avoir quelques amis dans le monde de l'assurance, et ça a été assez surprenant de voir que mais on connaissait déjà Bretagne assèchement. Et ce qui a été important et ce qui a fait le déclic, c'est cette notoriété et cette reconnaissance au niveau national. On parle ici vraiment d'une reconnaissance nationale, de vrais professionnels, d'une entreprise sérieuse et d'une entreprise qui ne fait pas de bruit. Elle fait tellement pas de bruit qu'elle n'a ni site internet, ni aucune publicité, tout juste un numéro de téléphone dans les pages jaunes. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de bruit et de tam-tam pour être efficace, pour être performant, pour être professionnel. Et donc cette reconnaissance-là du monde et des donneurs d'ordre m'a beaucoup rassuré. Ensuite, on m'a aussi expliqué que c'était un métier qui allait évoluer. Ces évolutions, il fallait se préparer à ces évolutions-là. Au-delà d'être professionnel, ce qu'on attend des entreprises comme les nôtres, c'est ce que j'ai retenu, il y avait 2 critères importants. 1, la réactivité. Là, je n'avais pas d'inquiétude parce qu'on avait une équipe, et on a une équipe extraordinaire. Et 2, l'information. Et l'information, ce n'était pas de donner de l'information comme ça avec des fax ou des coups de téléphone, c'est mettre en place des systèmes informatiques qui soient performants et qui correspondent aux attentes des compagnies d'assurance. Et donc là, ça voulait dire des investissements aussi importants et des changements
dans le mode de fonctionnement du technicien, en passant par l'ensemble des assistantes et collaborateurs. J'ai envie de vous dire, c'est quand même un sacré exercice que vous avez fait là, parce que contrairement à nos deux créateurs d'entreprise, ils sont restés sur un secteur qu'ils connaissaient, qu'ils maîtrisaient complètement, qui les passionnait. Quand on les entend, ils sont passionnés, ils aiment ce qu'ils font. Vous arrivez non seulement sur un secteur que vous ne connaissez pas du tout, et en plus, vous devez vous positionner à horizon minimum, allez, 5 ans, 10 ans, travailler un business plan, travailler de l'innovation sur un secteur que vous ne maîtrisez pas complètement. Oui, mais après, vous êtes beaucoup aidé. Quand vous avez l'avantage d'avoir Gilles Lepessec à côté de vous, ça aide énormément. On pousse des portes plus facilement. Lorsqu'on s'appelle Bretagne Assèchement et qu'on demande un entretien à n'importe quelle grande compagnie, sans les nommer, ou banque assureur ou mutuelle en France, je peux vous dire qu'on est reçu très facilement. Vous avez fait le choix de rester en tuilage, tous les deux, de rester. Enfin, vous avez racheté bien sûr la société, vous en prenez la tête, mais Gilles Lepessec est resté avec vous combien de temps et pourquoi? J'ai racheté l'entreprise, ça fait 13 mois, c'était le 1er février de l'an dernier. On s'était dit qu'on verrait passer quelques mois ensemble. Finalement, il est pour moi d'un très grand soutien parce que j'arrive à discuter avec lui, à tirer un petit peu de son expertise que je n'ai pas. Et surtout, avant de prendre toute grande décision, j'aime bien lui demander son avis. C'est pas que lui s'accroche à son bureau qu'il ne veut pas le lâcher. D'abord, le bureau, il n'aime pas ça. C'est pas la peine. Si vous voulez un jour, si vous le cherchez au bureau, vous ne le trouverez pas. Vous avez toutes les chances de le trouver à l'atelier ou dans une de nos filiales, à voir ce qui se passe techniquement sur le terrain, avec les machines, avec les techniciens, avec les experts. Il connaît tous les experts et de toute la région du Grand Ouest, de la Normandie jusqu'au Pays de Loire, et voire même jusqu'à Bordeaux. Et non, il ne s'accroche pas du tout. Au contraire, je pense que c'est sa force. C'est ça, quand on dit qu'on partage des valeurs, il y a aussi une force, mais c'est lui qui va l'expliquer, comment il fonctionne et pourquoi il est là. Justement, Gilles Lepessec, comment est-ce que vous vivez cette période de transition où vous n'êtes plus le patron non plus, et vous êtes avec quelqu'un, vous êtes en binôme quand même à la tête de cette entreprise? Enfin, moi, je m'y étais préparé à l'avance, donc ça m'a posé aucun souci. Et puis, Serge apporte énormément à l'entreprise, donc je ne vois aucun inconvénient. Et puis en plus, on est très complémentaires l'un de l'autre, donc c'est un gros plus pour l'entreprise et les salariés. Mais dans cette belle histoire d'amour là que vous êtes en train de nous décrire tous les deux, il n'y a pas de conflit, jamais de bataille, de divergence de vues, de portes claquées? Ah non, c'est lui le patron, c'est lui qui prend les décisions, il faut faire attention. C'est important. Justement, Serge Hariglian, il y a quand même des règles à respecter, même si les choses se passent bien, vous entendez bien, etc. Il y a des règles à respecter dans la reprise d'entreprise. Il y a des règles du jeu à poser clairement. Ce sont lesquelles? Moi, je pense que si on veut réussir une reprise, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Je crois que lorsqu'un entrepreneur a porté son entreprise pour l'emmener là où elle est, quelle que soit sa taille, il s'y est beaucoup investi et il a une expérience qu'on n'a pas. Donc il ne faut surtout pas arriver en se disant « Tiens, pousse-toi de là, tu m'y mettes et je vais te montrer comment ça marche. » Effectivement, j'ai une expérience différente, sauf qu'on apprend au cours de la vie que d'avoir des conseils, et en plus pratiquement gratuits, c'est quand même intéressant. Et surtout qu'on ne peut pas prendre la place de quelqu'un, et ce n'est pas du tout le job. Il s'agit ici de pérenniser une entreprise, de la développer, d'avoir son point de vue, et peut-être de partir sur des marchés différents, des envies différentes aussi, et de la faire progresser. C'est pas troublant pour les salariés d'avoir quand même leur ancien patron, qui sont en plus extrêmement attachés, qui leur a transmis beaucoup de choses dans la société, et puis d'avoir quelqu'un d'autre qui arrive derrière. Non, pas du tout. Je crois que les salariés aujourd'hui sont rassurés, parce que Serge est très proche des salariés, donc ils sont rassurés, et c'est vrai qu'ils voient l'entreprise grandir, donc c'est un plus aussi pour eux. C'est une valeur ajoutée, c'est très important. Ce qu'a su faire Gilles aussi, il faut reconnaître, et c'est très important. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'effectivement, nous avons réuni l'ensemble des salariés sur chacun des sites à chaque fois que nous nous sommes déplacés pour dire « Je ne suis plus le patron ». Et si vous avez la moindre question demain, c'est même pas la peine de venir me la poser. Allez la poser directement au nouveau patron. Voilà.
Et le jeu entre nous, enfin la règle entre nous est très simple. Si quelqu'un vient poser une question à Gilles, il va bien entendu l'écouter, puis il va lui dire, écoute, tu vas voir Serge et ça se passera bien. Moi-même, il m'arrive, quand on vient me voir et qu'on me pose une question et que je vais être piégé ou que je ne sais pas la réponse, je lui dis, tu sais quoi, tu veux bien aller voir Gilles? Je pense que ça fait partie du bon fonctionnement. Il ne faut pas vouloir, marcher sur les traces de l'autre. Non, puis il y a une chose aussi, notre intérêt à tous les deux, c'est l'entreprise d'abord, et les salariés, c'est important. Il y a un intérêt qui vous dépasse, ça, on le sent très très bien. Dernier point aussi qui est important, vous me citiez lorsqu'on reprend une entreprise, c'est ne pas vouloir singer l'ancien patron, ne pas vouloir lui prendre le costume avec les mêmes mensurations et poser de la même manière. Vous n'êtes pas Gilles Pessec n'est pas Serge Arriguian. Bah, tant mieux, c'est un plus. Serge Arriguian. Ah ouais, moi j'étais incapable et je suis incapable de faire ce que fait Gilles Pessec. Je pense que j'aurais été incapable de créer ce qu'il a créé. Et aujourd'hui, la maison Bretagne Assèchement a des fondations qui sont hyper solides. Je pense qu'il a créé une entreprise en 20 ans qui est aujourd'hui effectivement dans cette niche. Hein. Nous sommes leader national, donc une petite entreprise bretonne qui est leader dans son domaine en France, c'est pas rien. Juste pour votre information, on réalise plus de 8000 interventions et on a 8000 missions qui nous sont confiées par les compagnies d'assurance par an. Ce qui fait de nous effectivement le leader national. Mais la maison qu'il a construite est une maison antisismique. Et les fondations, comme il était maçon dès l'âge de 14 ans, je peux vous dire qu'il sait comment les faire. Et on a aujourd'hui la chance de pouvoir se projeter sur les années qui viennent avec beaucoup d'assurance, sans qu'on soit pour autant agressif et suffisant. Je pense qu'il faut qu'on fasse preuve de beaucoup d'humilité, de prendre exemple sur ce qu'a fait Gilles Pessec pour aller plus loin, parce qu'aujourd'hui on est dans un système où les compagnies d'assurance cherchent à avoir des prestataires au niveau national, et que notre ambition est de relancer là aussi un projet dont il est le précurseur et qu'il a lancé il y a plus de 12 ans, avec un ami à lui qui est dans la salle et qui s'appelle Jean-Yves Le Denmat, de lancer un groupement d'entreprises qui s'appelle ADR Group et que nous remettons en place. Et là encore, nous serons dans les 2 ans qui viennent et nous aurons une couverture nationale. Voilà. Toute dernière question, Serge Arriguian. Je ne peux pas m'empêcher de vous la poser. Quand on a quand même dirigé un grand groupe, 10 000 salariés, 1 milliard de chiffre d'affaires, que l'on se retrouve dans une belle entreprise, mais qui n'a rien à voir avec les nombres que vous avez pu manier jusqu'à présent. Quand on a eu aussi une expérience professionnelle, à un certain moment de sa vie, la possibilité de racheter une entreprise, quel est le plaisir qui vous fait continuer à aller bosser le matin, lorsqu'on a eu quand même ce trip des grands chiffres que l'on peut avoir dans les grandes entreprises? Les grands chiffres, ça veut tout dire et rien dire. Quand on dirige un groupe international, on a une pression. Moi-même, j'imaginais pas. D'ailleurs, quand j'ai été nommé directeur général, j'imaginais pas que c'était à moi qu'on s'adressait. J'étais dans ce groupe en tant que directeur de développement et directeur commercial. Et lorsque les actionnaires, par la voix du président, m'ont nommé directeur général, je me suis retourné en me disant c'est à moi qu'on s'adresse. Il y avait dans le groupe des polytechniciens, des énarques, des gens d'une dimension que je n'avais pas. Moi, j'avais un petit DUT en GEA. Vous voyez, c'est venant de ma campagne de la région lyonnaise. Et finalement, ce qu'on attend, c'est une pression terrible. Et diriger un groupe, c'est être dirigé, sans que ce soit dit comme ça, par uniquement de la finance. Et vous êtes dans un système où, au départ, vous pouvez être quelque peu... vous avez une certaine fierté de dire, tiens, je dirige un groupe international. Je peux vous dire qu'au quotidien, le plaisir, vous le perdez. Et là, vous l'avez retrouvé aujourd'hui? Vous n'êtes qu'à travailler, vous n'êtes que dans la réflexion. Également la nuit, vous travaillez la nuit, vous travaillez le samedi, vous travaillez le dimanche. Vous avez bien entendu les ordinateurs qui sont non seulement au bureau, mais à la maison. Quand vous partez en vacances, vous avez le téléphone satellite et vous avez absolument tout pour pas qu'on vous perde. Et toutes les grandes décisions passent par vous, même si vous avez une batterie de conseils, de contrôleurs de gestion, de très bons financiers,
de très bons commerciaux, de très bons exploitants. Il n'en reste pas moins que ces entreprises-là, ça ne se bouge pas comme ça. Vous avez des syndicats, vous avez tout un tas de choses, des mouvements de grève qui peuvent s'annoncer ça et là dans toute l'Europe. Donc c'est pas facile. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est vraiment le plaisir du chef d'entreprise où on est à vraiment être à côté et à proximité des salariés, de partager avec eux, de sentir ce qu'on fait et de faire évoluer tout ce petit monde, et également d'avoir retenu la leçon du parcours du petit bonhomme qui part de sa campagne pour diriger un grand groupe au bout de 30 ans de carrière, à revenir à l'essentiel et sur les valeurs notamment de l'homme, avec un H majuscule dans l'entreprise, à savoir partager aussi la richesse de l'entreprise. Donc on a mis en place tout un tas de systèmes pour reverser une partie des bénéfices que rapportent les salariés à notre entreprise. Voilà. Ça aurait été l'un des maîtres mots de cette soirée, valeur, 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 dans tous les témoignages qu'on a entendus. Bravo, merci à tous de ces témoignages, chacun peut les applaudir. Magnifique témoignage de créateurs ou de repreneurs d'entreprises. Très très beau moment qui nous donne tous envie d'aller encore plus loin demain. Avant de se séparer et se clore, je vous propose d'appeler le jury qu'on a entendu tout à l'heure à me rejoindre. Enfin, 2 membres en tout cas du jury. Ronald Doucet, qui est expert comptable chez Cantalis, et puis Dominique Lemeytour, qui est avocate donc en affaires sur Vannes. Venez me rejoindre tous les deux, puisque là aussi, on va écouter un petit peu votre ressenti sur ces 2 projets qui ont été vraiment très courageusement exposés devant tout le monde tout à l'heure. Qu'en avez-vous dit vraiment sur la forme, pas sur le fond des projets, mais sur la forme? Quel est le regard de l'expert comptable, de l'avocate, mais aussi banquier ou chef d'entreprise, du reste du jury? Dominique Lemeytour. Je vais commencer. Alors, mettez bien voilà, votre micro près de la bouche, qu'on vous entende bien parler. Les avocats ne parlent pas dans des micros jusqu'à preuve du contraire. Alors, je vais commencer, plus particulièrement par l'ours. Alors, il faut faire attention, les 2 projets sont portés par des personnes qui sont totalement différentes. On a senti qu'il y en a certains, le premier, enfin vous avez mis l'ours, et le mien, on a un commercial pur. Donc je vais commencer par vous. Alors, les points positifs, il y en a beaucoup, déjà beaucoup, il y en a. Le premier, c'est que vous portez votre projet en vous, c'est-à-dire que vous êtes cohérent avec le projet que vous portez. C'est-à-dire qu'on vous voit arriver, on se dit, ils sont fatalement... Alors attendez, je vais prendre mes notes parce que... Allez-y, allez-y. Vous voulez que je tienne le micro? Ça y est. Alors, votre présentation du projet est aussi très claire. On voit ce que vous voulez faire, on comprend que vous avez fait une vraie étude, que vous avez rencontré des tas de gens, que vous avez bien positionné les choses, on a compris que c'était très participatif, que l'idée est très intéressante. Alors, il est bien entendu qu'ici on ne se prononce que sur la forme, absolument pas sur le fond. Hein. C'était le... C'est le deal, c'est la règle du jeu. C'est le deal. Alors, en revanche, il y a certains points négatifs, mais là qui ne sont uniquement sur la forme. Évitez de présenter à 2. Parce qu'en fait, vous vous noyez un petit peu dans plein de choses et ça finit par être dilué, alors que je pense que si un de vous 2 se présentait le projet en étant beaucoup plus synthétique pour faire adhérer les gens à ce que vous voulez vendre, vous êtes tellement dans votre projet que vous présentez un tas de choses, on est un tout petit peu perdu, notamment, on en a parlé, un petit exemple, je suis sûre que monsieur est cuisinier. Eh bien, on ne le savait pas. Alors, c'est un petit peu dommage, puisque vous avez dans la forme, c'est-à-dire d'arriver, il faut vraiment, en plus, ce qui va vous manquer, c'est d'arriver avec le punch. Alors, c'est vrai, je redis ce que je disais tout à l'heure, on a eu 2 présentations totalement différentes, avec un vrai commercial. Alors, voilà. On sent bien que ce n'est pas votre métier, mais qu'il faut que vous arriviez vraiment à faire adhérer à votre projet, c'est votre petit point négatif, en disant, voilà, on sent bien votre idée qui est, alors je vais
dire comme ça, peut-être que c'est pas ça, mais le bio, le culturel, les racines bretonnes, les choses comme ça, eh bien écoutez, je suis désolée, il faut vraiment que vous arriviez devant les gens en disant voilà ce qu'on veut faire, nous on défend nos valeurs bretonnes, les jeux de rôle, je suppose que c'est sur la forêt de Brocéliande. Voilà, c'est votre petit point négatif, c'est votre manque de punch et de synthétiser votre projet sur des choses qui... Vous voyez, c'est pas très méchant, mais... Assumer le projet jusqu'au bout, oui, ne pas le cacher. Et voilà, assumer vraiment sur des choses en disant, faut vous prépariez en disant, qu'est-ce qui va faire que franchement les gens vont y aller, hein? Vous n'êtes pas des commerciaux, malheureusement, c'est pas votre but, mais il faut que vous appreniez à le faire. C'est ce qui fera venir vos clients. Voilà. Ronald, c'est un complément peut-être? On a eu effectivement deux belles présentations sur des projets très différents. Donc déjà, je tenais à les féliciter parce qu'effectivement, venir ici présenter le projet devant des personnes que vous ne connaissez pas, c'est effectivement déjà un très bon exercice et ça vous servira dans votre vie professionnelle. Donc c'est une très bonne chose. Donc, on a eu des présentations différentes avec des qualités, avec des points certainement effectivement sur lesquels on a des petites choses à dire. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que tout était bien présenté, bien structuré pour l'un ou l'autre des projets. Donc toutes les idées étaient là, le message était clair et au moins on voyait tout de suite où vous vouliez en venir. Donc c'était l'essence de l'exercice. Et le message, en tout cas, est passé très clairement. L'expert comptable a eu toutes les informations qu'il souhaitait sur un pitch, une présentation de projet. Alors souvent, effectivement, l'expert comptable va avoir tendance à se focaliser sur la partie plus financière, effectivement. Donc là, c'était pas l'enjeu de cette présentation, c'est pas ce qui nous intéressait. Moi, je m'intéresse aussi, comme tous les experts comptables, aux aspects généraux du projet. Donc ça m'intéresse de savoir effectivement qui fait quoi dans l'entreprise. Donc c'est pour ça que savoir que vous êtes le cuisinier, c'est essentiel. Donc, présentez-le en début de présentation pour vraiment savoir qui fait quoi. L'autre projet, Miam, on reste dans la nourriture, en plus à cette heure-ci, c'est bien. Alors là, effectivement, moi qui suis un gros gourmand comme vous m'avez tout de suite convaincu parce que vous racontez une histoire et on voit bien que c'est un exercice que vous avez dû faire certainement à plusieurs reprises, hein, peut-être dans le cadre de levée de fonds ou dans le cadre de recherche de financement. Mais on voit que vous racontez une histoire et vous amenez ceux qui vous écoutent précisément là où vous voulez les amener. Et pour le coup, l'idée coule de source au fur et à mesure où vous déroulez votre histoire, on arrive précisément là où vous voulez nous amener. Et ça marche très très bien. Moi, j'ai été saisi, comme tous les membres du jury, comme je pense une bonne partie des personnes qui sont ici, parce que votre projet, vous savez le vendre et vous êtes, on voit bien quelqu'un qui savait communiquer. Et vous êtes en plus entouré de personnes, parce que vous en parlez dans votre présentation, hein, vous êtes structuré avec des personnes qui vous accompagnent. Donc on voit ici, il y a une seule personne qui est venue présenter le projet, c'est la personne qui sait présenter le projet. Et donc là, on a vraiment mis votre force en avant, donc c'est vraiment une bonne chose. Dominique Lemaitre, peut-être un autre commentaire sur Miam aussi? On a été emballés. Surtout, on sent que vous avez appris quelque chose, mais ça c'est un exercice que tout le monde n'a pas, c'est ce que je dis, les commerciaux, il y a ceux qui ne le sont pas. Vous avez appris à ne jamais dire un point négatif sur quoi que ce soit lors de la présentation de votre projet. Et ça c'est important, jamais un point négatif quand vous présentez votre projet. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui n'est pas allé, on passe de côté. Et ça on sent que vous l'avez appris et on a été emballés parce qu'on a compris votre projet, voilà. C'était très clair, oui. Alors j'aurais bien aimé entendre votre parcours, cela dit. Vous parlez un petit peu du parcours des personnes qui vous accompagnent. Donc on sait rapidement quelles sont les personnes qui sont avec vous dans le projet, vos associés, on imagine. Mais on n'a pas beaucoup de votre parcours. On sait que vous êtes jeune, mais on n'en sait pas beaucoup plus. On aurait aimé en savoir plus. Là aussi, pousser les idées jusqu'au bout et se découvrir finalement jusqu'au bout sans aucun préjugé ou aucune honte à avoir. Merci à tous les deux, et puis on peut applaudir à nouveau ces deux projets qui ont été présentés. Pour soutenir l'ours, Bulb in Morbihan, il y a le crowdfunding qui est toujours ouvert si vous voulez prendre vos premiers brunchs. Et puis Miamap sur internet pour aller appuyer le projet Miam. Merci à tous ceux qui sont venus témoigner ce soir. Maintenant, c'est à vous de partir à la rencontre des experts. C'est dans la salle du golf. Vous pouvez donc participer à 3 ateliers. Et puis n'oubliez pas également le Crédit Agricole du Morbihan qui est à votre disposition toute cette soirée, ainsi que les conseillers
de la Chambre de commerce. Allez, bonne nuit à tous, bon courage, bonne création et bonne reprise d'entreprise.